Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms. Et comme chaque semaine, pour décrypter et analyser l'actualité, je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, première édition, ou j'allais dire pseudo-première édition, parce que l'édition précédente était à la limite de la reprise. Là vraiment, ça y est, la reprise, les déconfinements sont en marche. Mais avant d'en reparler et de l'impact pour nos lecteurs, je propose Guy qu'on passe, comme chaque semaine, en revue l'actualité de la semaine, avec tout d'abord une nouveauté du côté de chez Microsoft et de ses serveurs Exchange, ou en tout cas les serveurs Exchange dans le cadre d'Office 65, avec la possibilité de bloquer les chaînes de mails, ces fameux emails où il y a des milliers de personnes en CC et chacun répond à tout le monde et qui évidemment partent en vrille et qui sont finalement susceptibles de bloquer la messagerie d'une entreprise assez rapidement. Je crois d'ailleurs que c'est arrivé chez Microsoft, il me semble. C'est tout à fait ça. Donc, d'ailleurs, on a appelé ça le Reply Apocalypse. Donc, c'est je dirais la tendance, la fâcheuse tendance à répondre à tous. Donc nous, on a peut-être l'habitude de faire à 10, 15, 20, 50, mais dans les grandes entreprises, il est pas rare de voir qu'il y ait des envois de mails. Donc c'est le patron qui écrit à tout le monde. Donc c'est, je sais pas moi, 10 000, 15 000 destinataires. Et donc il y a des gens qui font du reply all dans tous les sens, ce qui fait que déjà ça perturbe parce que c'est autant de personnes qui vont lire des mails alors que finalement ça n'a pas un intérêt immédiat, et puis ça va encombrer les réseaux. Et donc Microsoft propose cette fonctionnalité nouvelle qu'ils ont appelée Reply All Storm Protection, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, et qui permettra, donc là on peut le paramétrer, c'est-à-dire que si le système détecte qu'il y a plus de temps de Reply All pendant 1 heure, à un certain nombre de destinataires, à ce moment-là il bloque tout, et donc on peut plus faire ce genre de choses. Je pense que cette fonction-là aussi, elle devrait être accompagnée de la mise en œuvre de bonnes pratiques, qui est évidemment d'éviter ce genre de choses, d'éviter de faire ce reply all à tout bout de champ, soit par inadvertance, soit, je dirais, de manière quasiment automatique. Très bien. Alors, autre sujet, Guy, pour le coup, complètement différent, mais c'est aussi une des grandes tendances du moment, c'est l'automatisation des processus. Et donc, UiPath, qui est pas forcément le plus connu, mais qui est quand même un des leaders de ce marché, lance une nouvelle plateforme qu'il appelle une plateforme d'hyper-automatisation. Alors, au-delà du marketing, je ne sais pas trop ce que ça recouvre. Alors, l'appellation exacte de cette nouvelle version, c'est UiPath Automation Cloud. Donc, on voit bien ce que ça veut dire. C'est automatisation, et de l'autre, c'est la possibilité de la mettre en œuvre via le cloud, ce qui permet une mise en œuvre beaucoup plus rapide. D'autant que avec cette version, UiPath a apporté à la fois simplification, mais aussi injection d'intelligence artificielle pour détecter, je dirais, tout ce que l'on peut automatiser. UiPath, comme vous le disiez, peut-être pas très connu, mais malgré tout, c'est le leader de ce secteur, donc que l'on appelle le RPA, Robotic Process Automation, donc automatisation des processus logiciels, là pour le coup, et donc le slogan de cette entreprise, c'est un robot par collaborateur. Donc je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Vous vous souvenez que Microsoft, dans ses premiers temps, c'était un PC par micro. Donc un jour ou l'autre, on va bien sûr y arriver, c'est quand même l'objectif. Et dans cette période un peu particulière, confinement, déconfinement, UiPath a développé des scénarios, donc ça peut être soit des essais cliniques, soit la prise en charge de patients qui viennent dans les services d'urgence, ou encore la prise en charge de personnes qui vont qui vont pas pointer, qui vont s'inscrire au chômage partiel. Et donc on voit bien dans toutes ces procédures, il y a tout un tas d'actions qui sont un peu répétitives qu'on peut automatiser. Et donc UiPath a développé ce type de scénario et propose une mise en œuvre, je dirais, gratuite jusqu'au 30 septembre, et puis avec évidemment commencement à facturation à partir de cette date-là. Très bien. Alors Guy, autre sujet, pour le coup complètement différent, celui des supercalculateurs avec du côté allemand un nouveau monstre, j'allais dire,
puisqu'on parle d'une machine de 70 pétaflops et qui est un peu de cocorico, pardon, opérée et lancée et mise en place par Atos. Alors Atos, donc bulles, hein, c'est des bulles Sequana. Donc c'est dans le laboratoire allemand qui est le laboratoire de Jülich. Le nom du système c'est Jewels. Donc je pense pas que je le prononce correctement, mais en gros ça veut dire bijoux. Et donc ce laboratoire c'est un des plus gros laboratoires multidisciplinaires allemands. Donc ils font des études. C'est basé près de Düsseldorf. Ils font des études sur le cerveau, sur les systèmes moléculaires, la climatologie. Donc, comme vous le disiez, 70 pétaflops. Il sera vraisemblablement, alors évidemment, on sait que ça évolue assez vite, mais je dirais que quand la prochaine liste va sortir en juin du top 500, il devrait être dans les 5e ou 6 plus gros supercalculateurs de la planète. Et ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que là, de la même manière qu'on l'avait vu avec les gros systèmes IBM, ces nouveaux systèmes utilisent des puces NVIDIA et puis des interconnexions Mellanox, donc c'est relativement classique. Les puces NVIDIA, pour vous donner un ordre d'idée, c'est que ce sont des puces à 7 nanomètres qui intègrent 54 milliards de transistors. Donc vous voyez que c'est quand même très intégré. Donc c'est une belle performance de bulles sous l'égide d'Atos qu'il était intéressant de mentionner. Très bien. Alors il dit, là pour le coup on change encore complètement d'univers, hein. On parle de la communauté Python, autrement dit les développeurs autour de l'écosystème Python, qui avec tout ce qui est data science, regagne de la notoriété, et donc un rapport qui fait un peu le point sur cette communauté vraiment très active. Hein. Alors, qui utilise Python? Je crois que c'est la question à laquelle essayait de répondre la Python Software Foundation. On le sait, hein, Python c'est un langage qui a le vent en poupe, qui est étudié dans les classes secondaires, dans les classes préparatoires, et puis qui est utilisé ensuite. Et donc l'idée c'était de savoir un peu quel était le profil général des développeurs. Donc ça surprendra personne. Ils sont plutôt jeunes, ils sont salariés pour 2 sur 3 d'entre eux. Ils ont 2 à 5 ans d'expérience. Enfin, en tout cas, ils utilisent Python. Ils viennent d'être diplômés et ils commencent à utiliser Python. Et je dirais que ce qui est le plus apprécié de tous ces développeurs, c'est que c'est un langage qui est qualifié de polyvalent. Donc, il peut être utilisé aussi bien pour de l'analyse de données que pour de la data science, comme vous avez dit, que pour du développement web. Et bien souvent, d'ailleurs, il est utilisé conjointement avec d'autres langages de programmation, comme du JavaScript, par exemple. Donc, c'est un langage de programmation qui a vraiment le vent en poupe et qui devrait continuer, puisque, étant donné, la jeunesse des gens qui l'utilisent, il est vraisemblable qu'ils vont continuer à l'utiliser pendant un certain temps. Donc, un panorama assez intéressant de cette communauté. Très bien. Alors il dit cette semaine pas de fusion, pas de définition, juste Datafor qui est un opérateur de data center, hein, pour appeler un chat un chat, qui fait état de ses ambitions de développement. Et alors qui continue effectivement sur une lancée assez dynamique, puisque en fait, ils viennent d'annoncer. Alors, ils ont été rachetés, rappelons-le, en 2018 par AXA, donc la branche investissement d'AXA. Donc là, ils viennent de récupérer, ils projettent d'investir 650 millions d'euros pour les 5 ans à venir, ce qui est l'équivalent des 13 dernières années. Donc, on sait que Datafor est très implanté en Europe, principalement en France, en Italie et en Espagne, et également au Luxembourg. Et je dirais qu'avec ce montant, ça va lui permettre de financer 23 nouveaux data centers sur la période, ce qui sera un quasi-doublement par rapport à l'existant. Donc on voit bien que les ambitions de Datafor sont très soutenues, et ça lui permet, en tout cas c'est l'objectif qu'il s'est donné, de doubler son chiffre d'affaires dans les 4 ans qui viennent. Donc ça veut dire un rythme de croissance de l'ordre de 20%
5% par an, ce qui est un rythme assez élevé et qui est évidemment supérieur au rythme, je dirais, du marché de l'IT en général, et qui permettra, je dirais, de récupérer de nouveaux clients, soit des opérateurs télécoms, soit des grands opérateurs de cloud. De type GAFAM et compagnie. Voilà, exactement. Très bien. Alors Guy, le sujet quand même de la semaine, le grand sujet, c'était la reprise et le déconfinement. Avec tout d'abord une étude de Talent.io, plateforme éditeur, je ne connais pas d'ailleurs, j'avoue, qui fait le point sur les embauches dans le secteur tech en Europe et qui montre une diminution de 38%, c'est ça ? Voilà, et donc c'est, comme vous le disiez, c'est une plateforme de recrutement, comme son nom le laisse supposer, et donc ils ont fait une étude récente sur, non seulement sur leur propre plateforme, mais sur des plateformes de type LinkedIn ou Glassdoor, pour voir un peu comment évoluer les offres d'emploi dans le secteur, et je pense que ça surprendra personne, mais évidemment c'est un effondrement, je pense que le mot est pas trop fort. Sur Paris on est à moins 45%, mais c'est presque moins pire que dans d'autres grandes villes françaises, Lyon, Bordeaux, ou Toulouse, où on est à moins 60%, et c'est exactement aussi le cas de villes comme Berlin, Hambourg, où on a des taux assez comparables. Donc je dirais que ça ne surprendra peut-être personne, mais en tout cas le coup d'arrêt il est très important, et évidemment la période qui s'ouvre verra s'il y a un rebond assez rapide dans ce secteur de la tech ou pas. Mais en tout cas pour l'instant je dirais que la photographie n'est pas très réjouissante. Pas très rose. Alors Guy, autre étude, cette fois-ci c'est du côté de chez Intel et Forrester sur comment le PC va dessiner l'avenir du travail, ou le travail va se définir autour de l'évolution du PC. Alors oui, donc c'est Intel qui a commandité cette étude auprès de Forrester. Voilà, donc évidemment, mais enfin on avait un peu oublié quand même les PC. On parlait beaucoup de smartphones, mais enfin je pense que ne serait-ce que pour notre profession, écrire un article sur un smartphone, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Donc le PC restera quand même et pendant un bon moment l'outil, je dirais principal d'utilisation en entreprise, et ça c'est clair que c'est la grande majorité des gens qui ont été interrogés le pensent. Alors il y a deux chiffres peut-être à retenir de cette étude, c'est que pour l'année prochaine, deux responsables informatiques sur 3 pensent augmenter leurs investissements en matière de PC. Là on ne sera pas trop surpris, parce qu'on peut penser que cette année les investissements auront été, j'irais, relativement gelés pendant toute cette période, quoique d'ailleurs ça peut avec se discuter, les télétravail, exactement. Et puis l'autre idée à retenir intéressante, c'est que un utilisateur sur 2 n'est pas content du PC qu'il utilise. Donc ça veut dire que il y aura peut-être une réflexion à engager de la part des DSI pour voir finalement quelle est la bonne, c'est pas tellement la bonne machine, c'est en gros ce qu'il y a dedans, et qui permettra aux gens d'être le plus satisfaits efficace de leur poste de travail. Alors Guy, on avait parlé d'Atos tout à l'heure, on en reparle sur la problématique la proposition d'Atos sur la problématique du Covid-19. Donc là, c'est en fait, c'est une sorte de communauté d'experts qui a été réunie par Atos, donc des experts d'Atos, qui réfléchissent un peu sur, je dirais, l'après-Covid, et qui ont pondu un rapport que j'invite nos lecteurs, nos auditeurs à regarder de plus près. Donc c'est d'ailleurs intéressant, parce qu'en fait, un des co-rédacteurs, enfin un co-rédacteur en chef de ce rapport, c'est Hubert Tardieu. Donc je pense que ça vous rappelle quelque chose. C'est quelqu'un que les plus anciens connaissent. La méthode Maurice, je pense que ça rappellera quelques bons ou mauvais souvenirs à certains. Mauvais souvenirs, oui. Peut-être. Donc là, l'idée, c'est de balayer un peu tous les sujets et de voir, en gros, quelles sont les opportunités que cette crise peut ouvrir et laisser entrevoir. Alors, ils sont d'ailleurs très prudents, même si ce ne sont pas des médecins qui parlent, mais ils parlent de la possibilité d'une deuxième vague. Ils parlent évidemment de la période très difficile qui va s'ouvrir. Mais en tout cas, l'idée, c'est
d'essayer de voir quelles sont les opportunités qui seraient intéressantes à rechercher et que cette période difficile à laisser entrevoir. Donc je pense que si nos DSI et plus généralement les responsables d'entreprise sont intéressés à réfléchir à l'avenir, ils pourront consulter ce rapport. Très bien. Et alors, pour conclure cette partie reprise confinement, après l'initiative du Syntec et de Tech in France la semaine dernière, une nouvelle initiative cette fois-ci qui rajoute la communauté des utilisateurs, avec un pacte numérique dans cette proposition. Voilà, donc là je dirais que c'est un peu dans la même veine, que c'est moins orienté fiscalité et investissement, que c'est un peu plus stratégique. Et là, comme vous le disiez, c'est pas seulement Syntec numérique, il y a aussi Tech-in, il y a aussi le SIGREF, donc les grands utilisateurs, et puis Syntec Conseil. Et donc l'idée, en fait, donc comme vous le disiez, il y a cette proposition, et je dirais que c'est un peu dans la même idée que le rapport d'Atos dont on parlait précédemment, mais c'est plus orienté sur ces 7 propositions pour essayer en gros de capitaliser sur le numérique pour permettre de rebondir face à la crise qui s'est ouverte et qui ne s'est pas encore terminée. Donc avec des mesures, je dirais, assez variées, mais cette proposition, donc on en retiendra une ou deux, par exemple, c'est proposer une sorte de crédit d'impôt pour des travaux qui seraient mis pour faire la transformation numérique des entreprises, ou éventuellement retenir le numérique pour des secteurs qui seraient jugés stratégiques, pour accélérer cette reprise en main de ces secteurs stratégiques. Donc c'est un côté un peu plus généraliste, mais donc ce sont des propositions qui sont faites, et on verra bien sûr ce qu'en feront à la fois le gouvernement, mais aussi les entreprises qui devront les mettre en œuvre. Très bien. Alors, je propose qu'on conclue maintenant sur notre traditionnelle rubrique coup de cœur, coup de gueule. Alors, cette fois-ci, c'est un coup de gueule, évidemment. C'est à propos de ces théories du complot, pour un chat autour de la 5G qu'on va fleurir en Europe, qui se traduisent notamment par des gens qui mettent le feu aux pylônes. Là, on est vraiment dans grand n'importe quoi. On pensait à la non-science, enfin... Oui, c'est tout à fait ça. Très étonnant qu'en 2020, on en soit encore arrivé là. Donc, comme vous le disiez, il y a eu plusieurs incendies qui ont été intentionnellement par des gens qui participent à ces théories du complot, parce que en fait ils pensent que la 5G a une grande responsabilité dans la pandémie qu'on est en train de vivre, parce que en fait la 5G émettrait des ondes qui amoindriraient le système immunitaire et qui permettraient au virus de se développer. Donc je pense qu'on a entendu beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, mais là c'est quand même quelque chose de assez tragique. Espérons qu'on arrivera à montrer à tous ces gens que finalement ce qu'ils pensent ne repose sur rien, mais en tout cas pendant cette période-là, il faut vraiment essayer de lutter contre toutes ces théories qui sont vraiment extrêmement nuisibles et qui ne font que surcharger aux difficultés auxquelles on est confronté. Donc, notamment les opérateurs, bien sûr. Ouais, s'ils pouvaient s'abstenir, ce serait une bonne idée. C'est vrai qu'en ce moment, les connexions Internet, on peut en avoir besoin. Ça peut servir. Écoutez, Guy, je propose qu'on conclue sur cette triste constatation, et voilà, en espérant que les choses évoluent dans les prochaines semaines et les prochains mois. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine, et je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Infoman News Hebdo. À très bientôt. Merci.